Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, où les eurodéputés n'en finissent plus d'être sidérés par les décisions de Donald Trump. Alors pas seulement sur le plan militaire, commercial, mais aussi en matière d'aide humanitaire. En effet, la nouvelle administration à Washington a brutalement coupé l'USAID, l'aide américaine au développement, qui s'élevait à 38 milliards d'euros par an, avec des conséquences dramatiques dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Près de 24 millions de personnes en situation de crise humanitaire risquent de ne plus avoir accès aux services de santé essentiels. Plus de 2600 établissements de santé qui gèrent 12 crises humanitaires ont déjà suspendu leurs services, au moins partiellement, ou vont le faire très bientôt. Dans de nombreux pays, la fin brutale du financement américain va entraîner un retour en arrière en matière de lutte contre les maladies, d'amélioration de la vaccination, de la santé maternelle et infantile et de la préparation aux situations d'urgence. Alors, on le rappelle, Alexandre, les Européens sont les premiers donateurs d'aide au développement. Ils financent en effet 43% de l'aide mondiale, avec un pic à plus de 90 milliards d'euros en 2022 pour l'ensemble des 27 États membres, dont 2 milliards du budget propre de l'Union européenne. Mais là encore, la tendance est largement à la baisse, car de nombreux pays comme la France ont décidé de coupes budgétaires drastiques dans l'aide humanitaire. L'Europe doit-elle remplacer les États-Unis dans la lutte contre la pauvreté? Nous allons poser tout de suite la question à nos trois invités, trois eurodéputés. Et on accueille Francisco Assis, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé portugais, membre du groupe des sociodémocrates au Parlement européen. Vous êtes président de la délégation Afrique, Caraïbes et Pacifique. On accueille également un autre membre de cette délégation et de la délégation du développement ici au Parlement européen, Charles Goerens, bonjour. Vous êtes eurodéputé luxembourgeois et membre du groupe Renew Europe, ici au Parlement européen, c'est-à-dire au centre de l'hémicycle. Bonjour Julien Sanchez, vous êtes eurodéputé, membre du Rassemblement national en France et du groupe Les Patriotes pour l'Europe, ici au Parlement européen. Et vous dénoncez l'idée d'une hausse de l'aide européenne au développement face au retrait américain. Alors, Francisco Assis, parlons de cette suppression brutale de l'aide américaine. C'est un bouleversement mondial dans cette aide au développement, avec de graves conséquences humanitaires. L'Europe s'en est émue un peu, j'ai envie de dire, peut-être pas assez. Oui, bien sûr. Je veux saluer mes collègues et vous. Je crois que c'est une décision vraiment dramatique avec des conséquences tragiques pour plusieurs régions du monde, en particulier pour les régions les plus pauvres du monde, comme c'est le cas de l'Afrique. Malheureusement, l'Europe, elle n'est pas en condition de combler absolument cette décision de suppression de l'aide américaine. Comme vous l'avez dit, nous sommes même confrontés à la situation d'une certaine baisse de l'effort pour l'aide au développement en plusieurs pays européens. Mais je crois que nous sommes devant une situation absolument exceptionnelle et devant une situation d'exception, nous devons avoir une responsabilité spéciale. Nous devons faire un effort additionnel, nous, l'Union européenne et nous, tous les pays européens, pour combler partiellement cette suppression de l'aide américaine parce que nous savons vraiment quelles seront les conséquences en ce qui concerne les soins de santé, la sécurité humanitaire, la mortalité infantile, etc. On va parler de la réponse européenne, mais d'abord une réaction à cette décision américaine, Julien Sanchez. Est-ce que vous, en tant que membre d'un parti souverainiste, le Rassemblement national, vous approuvez cette décision de Donald Trump et est-ce que l'Union européenne devrait faire pareil ? Alors, nous n'avons pas à approuver ou à ne pas approuver, je vais répondre à votre question, mais nous, ce qu'on met en avant, c'est d'abord les souverainetés. C'est-à-dire que Donald Trump n'a pas volé son élection, il a été élu, il est légitime, et donc il a le droit de prendre des décisions en matière budgétaire, en matière économique, en matière financière. Et donc, force est de constater qu'aujourd'hui, il a pris cette décision, on l'approuve ou on ne l'approuve pas. Chacun fera ses choix, mais en tout cas, cette décision s'impose. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, et que certains posent, c'est est-ce qu'on supplée l'absence des États-Unis ou est-ce qu'on ne supplée pas? Et aux Patriotes pour l'Europe, nous disons qu'il ne faut pas suppléer. Pourquoi? On soutient déjà l'aide au développement et on le soutient, nous, en tant que Patriotes pour l'Europe, dans de nombreuses régions du monde et c'est normal, il faut le faire, on a une responsabilité aussi, mais nous considérons qu'il ne faut pas augmenter cette aide et que ça n'est pas à l'Europe de venir à la place des États-Unis parce que vous avez vu que Donald Trump est en train de couper beaucoup de choses. Si on commence à devoir suppléer toutes les dépenses que va couper Donald Trump, je crois qu'il y en aura beaucoup. Mais en même temps,
Charles Goerens, vous diriez plutôt qu'il faut qu'on renforce notre aide et que précisément pour Donald Trump, ça va être terrible en termes d'image de passer pour le pas généreux de l'affaire. Alors écoutez, ça fait 50 ans que l'Europe promet d'arriver à 0,7% de dépenses en faveur d'aide publique au développement. De son PIB, hein, de chacun des pays et son PIB global. Exactement. On avait renouvelé la promesse à Addis Abeba en 2015. On ne l'a pas tenue. À peine cette promesse faite, 2 États se sont déjà rétractés, notamment la Finlande et les Pays-Bas. Donc la promesse des 0,7%, c'est l'Arlésienne. La promesse toujours faite et jamais réalisée. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est dramatique. On ne pourra pas combler tous les déficits créés par le vide américain, mais on va devoir se réorganiser. C'est nous qui sommes les premiers bailleurs de fonds de loin. On l'a été jusqu'à maintenant et maintenant on est les tout premiers. Tout le monde entier regarde sur nous. Quelles initiatives allons-nous prendre? Il y a 3 échéances qui sont devant nous. Le renouvellement de la capitalisation de l'organisation Gavi pour les vaccins. Deuxièmement, le fonds de lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose. C'est dans les tout prochains mois qu'on va devoir annoncer notre contribution. Et troisièmement, la conférence de Séville sur le financement de l'Union de l'aide au développement pour les années 2030 à 2045. Il ne faut pas rater ces rendez-vous. Et moi, j'affiche un niveau d'ambition très élevé, ne fût-ce que pour contrecarrer tout le pessimisme et le manfoutisme qui existe ici au Parlement européen dans une très large mesure. Beaucoup de défis qui se posent à l'Europe dans cette aide au développement mondial. Francisco Assis, est-ce que l'Union européenne a la capacité de remplacer les États-Unis dans cette aide humanitaire? Je pense que ce sera difficile de remplacer totalement au plan immédiat, naturellement. Mais je crois que nous devons faire un grand effort pour remplacer le rôle des États-Unis. Nous avons des responsabilités spéciales devant le monde parce que nous sommes plus riches que les autres régions du monde, et ça compte naturellement. Nous sommes des anciennes potences coloniales. Nous avons des responsabilités, à mon avis, spéciales. Je suis portugais. Le Portugal, c'est aussi une ancienne potence coloniale. Et nous avons des responsabilités spéciales envers ces peuples, en ce qui concerne l'Afrique, etc. Et nous avons un discours humaniste, universaliste. Nous avons l'obligation d'avoir une pratique au niveau de notre discours. Et je crois que c'est important du point de vue strict de l'aide au développement, mais c'est aussi important ce qui concerne l'image de ce qu'on peut appeler la culture occidentale au monde entier. Le soft power, vous dites d'un certain point de vue, le soft power, notre image, notre capacité à entrer en résonance avec le monde. Alors, Julien Sanchez, vous dites que vous êtes contre la hausse de nos budgets développement pour pallier à l'absence américaine et en même temps, c'est assez paradoxal, j'ai envie de vous dire, au Rassemblement national, vous dites il faut lutter contre l'immigration, il faut que personne ne entre sur le sol européen et le prenne pour un Eldorado. Ah ben alors comment on fixe les gens si on les aide pas au développement dans leur pays? Non mais madame, je crois que là vous êtes en train de désinformer, c'est-à-dire que nous aidons déjà. Et comme ça a été rappelé par mes collègues, l'Union européenne est un des principaux participants et partie prenante de l'aide au développement. Donc on ne peut pas dire que l'Union européenne ne Mais la France, par exemple, est en train de beaucoup se retirer. Je ne suis pas ministre français et je ne soutiens pas Emmanuel Macron. Je crois que ce qu'il faut défendre, c'est, encore une fois, moi je suis en commission contrôle budgétaire, c'est analyser chaque dépense, mettre sur les bonnes dépenses et enlever sur les gaspillages qu'il peut y avoir. Et je crois que c'est important d'avoir un regard critique sur les dépenses parce qu'il y a de la bonne aide au co-développement et qu'il faut accentuer et il y a de la mauvaise aide qu'il faut supprimer. Laquelle ? Alors, laquelle je vous renvoie à ce rapport. Parce que, par exemple, Donald Trump, il dit de la Cour européenne des comptes sur le fonds fiduciaire pour l'Afrique. C'était 5 milliards qui ont été dépensés et ça fait état d'un certain nombre de gaspillages qui ont eu lieu. Donc, moi, je suis d'accord pour mettre davantage sur ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez parlé du sida, vous avez parlé vraiment d'enjeux qui sont essentiels, qui sont majeurs. En revanche, sur les gaspillages qui ont été dénoncés par la Cour européenne des comptes, là, il faut les regarder, il faut les supprimer de manière urgente. Charles Goerens, vous diriez aussi qu'il y a du gaspillage dans l'aide européenne au développement? Non, mais regardez toutes les évaluations. J'ai lu aussi ce rapport. C'est très caricatural. D'ailleurs, ce rapport, lorsqu'il parle sur le European Fund for Sustainable Development, il n'y a pas de faute de pertinence. C'était un laboratoire pour tester une nouvelle approche
Donc il y a forcément des fautes, il y a forcément une petite portion de gaspillage. On apprend des évaluations pour mieux faire après. Mais normalement, l'évaluation de l'aide publique au développement de l'Union européenne, telle que confirmée aussi par l'OCDE, qui est vraiment la mère de toutes les évaluations, est très élogieuse à notre égard. On teste de nouvelles formules, on apprend des fautes légères ou absolument surmontables par le passé, on apprend en marchant. Et l'Union européenne reste loin le premier bailleur de fonds. Monsieur Sanchez a mentionné le sida. Dans l'aide au développement américaine maintenant, qu'il reste dans les programmes où ils sont d'ailleurs présents en co-présentation avec d'autres ONG, ils ne veulent plus entendre parler ni de sida, ni de climat, ni de femmes. Est-ce que ça, c'est légitime, par exemple? Je vais vous dire ce qui va se passer. S'il n'y a pas assez d'argent pour le fonds de lutte contre le sida, la malaria, la tuberculose, il y a des millions, des dizaines de millions de gens qui vont crever dans l'indifférence générale. C'est ça le problème aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas accès aux antirétroviraux, donc la trithérapie, ceux-là vont mourir. Alors s'il manque de moyens, ces gens ils vont disparaître. Donc, et là, vous êtes d'accord, Monsieur Sanchez? Bien sûr, non, mais donc, il a tout à fait raison. Sur ce sujet-là, on ne peut être que d'accord. Donc l'Europe doit redéfinir les priorités ensemble avec les autres. C'est l'Europe qui doit prendre la tête de la gouvernance mondiale dans ce domaine. Mais nous disons à budget constant et nous demandons de redéployer des fonds qui ne nous semblent pas pertinents. Et je vous donne deux exemples très rapidement. Il y a dans certains pays des politiques qui sont menées, des programmes d'ONG pour exporter des schémas sur le genre, sur l'intersectionnalité, pour essayer d'influencer et d'influer les populations là-bas sur leur manière de voir ces sujets-là. Ah oui, donc vous êtes aussi sur les valeurs, comme M. Trump. C'est important pour vous J'estime qu'on n'a pas à éduquer ou à rééduquer des gens sur leur façon de vivre. Ils ont leur mode de vie, leur façon de vivre. Ça n'est pas à nous d'aller leur apprendre comment eh bien, ils doivent vivre, comment ils doivent se comporter sur le genre, l'intersectionnalité. Ça, ce sont des dépenses. Donc vous coupez les ONG LGBT, c'est ça? Mais ce n'est pas forcément que le LGBT, c'est les ONG en général qui veulent rééduquer les gens. Nous sommes pour l'éducation des enfants, nous sommes pour aider l'éducation des enfants, on le fait, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Tchad. Et je rappelle que des députés de mon groupe, comme M. Mariani, étaient en République démocratique du Congo il y a un mois, Marine Le Pen au Tchad il y a 2 semaines. Francisco Assis, on sent quand même qu'il y a une bataille politique autour de cette aide au développement avec l'administration Trump qui dit eh bien, la partie restante de l'aide américaine au développement, elle doit répondre à l'idéologie MAGA, Make America Great Again, oui, et aux valeurs de la droite ultra-conservatrice américaine. Nous avons une position très différente. Nous considérons que nous avons la responsabilité, même l'obligation, d'aider tous ces gens qui luttent pour les valeurs de l'humanisme en Afrique, en Asie, à tous les pays du monde. Nous n'avons pas naturellement la possibilité de changer de régime, ce n'est pas notre responsabilité, il n'est pas possible. Les peuples, ils ont une certaine défiance devant les missionnaires armés, naturellement, ils non armés probablement, mais la vérité c'est que nous devons aider ces gens qui sont au terrain en Afrique particulièrement et qui luttent en conditions vraiment défavorables pour l'affirmation de certaines valeurs qui sont les valeurs constitutives du projet européen. Là-dessus, on a entendu que vous n'étiez pas d'accord avec M. Sanchez. Faire des économies sur l'aide au développement, est-ce que finalement, ça ne risque pas aussi de diminuer notre influence dans certaines régions du monde? On pense à la Chine, à la Russie, qui sont très présents en Afrique précisément, qui pourraient profiter et nous pas du retrait américain. Mais un des seuls domaines dans lequel nous avons une autorité certaine, c'est dans le domaine du développement. C'est dans le domaine de la coopération au développement. Le reste du monde attend que l'Europe fasse des choses. Et pour revenir sur le problème LGBT, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quand notre Assemblée se rend en Ouganda, il y a des parlementaires homosexuels qui ne veulent pas s'y rendre parce qu'ils ont peur d'être écrasés par la loi, ils ont peur d'aller en tôle. Partager des valeurs de tolérance, partager une vue et une stratégie pour lutter contre les discriminations, c'est quand même une valeur que nous devons partager. Et ce n'est pas une valeur européenne, c'est une valeur telle qu'inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Julien Sanchez, un mot sur quand même l'évolution budgétaire en Europe de ces aides au développement dans chaque pays, notamment en France, avec une coupe drastique pour l'année 2025 de moins 32%
11%, qui a été voté par le Parlement en France. Je ne crois pas que le RN se soit opposé à cette coupe drastique. Est-ce que la conséquence, finalement, ça ne va pas être de perdre notre influence stratégique, notamment en Afrique, avec des coupes budgétaires de ce type? Alors, il y a deux sujets. Il y a d'abord le fait que nous sommes pour le co-développement, mais contre l'immigration. Et là, le problème, c'est qu'on a les deux. On fait à la fois le co-développement et à la fois on accueille une immigration. On ne peut pas faire les deux. Nous, on est pour aider le co-développement, faire en sorte de développer ces pays et de faire en sorte, notamment qu'au niveau alimentaire, on puisse aider les gens à s'alimenter, à recréer une agriculture, à faire en sorte d'aider les gens là-bas à se développer. Et là, c'est l'inverse qu'on est en train de faire, en fait. On est en train, encore une fois, de faire venir des gens ici. Nous estimons que ça n'est pas la solution. Et pour le budget... Les budgets de l'aide au développement sont en train de baisser, notamment en France. Oui, mais je vous le rappelle, le Rassemblement national n'est pas au pouvoir en France. Ce que ferait le Rassemblement national, ce n'est pas une baisse des sujets de co-développement. Comme je vous le disais, c'est une réorientation vers des priorités qu'on estime de bon sens, comme sur les maladies, par exemple, ou l'alimentation ou l'éducation. Et en revanche, stopper l'immigration qui coûte très cher au budget de la France en France. C'est ça que nous voyons. Et vous voterez pour une augmentation du budget développement dans la prochaine plénière? Vous parlez de l'Union européenne? Oui. Non, je vous l'ai dit, nous voulons rester à budget constant et par contre redéployer, c'est-à-dire enlever les mauvaises dépenses ou celles qu'on estime mauvaises et les réorienter vers des bonnes dépenses comme la lutte contre les maladies. Monsieur Assis, pour terminer quand même sur l'Ukraine, hein, c'est un point particulier, 70 milliards sur 3 ans en aide humanitaire à la reconstruction. Et parfois l'Afrique a le sentiment qu'elle est moins une priorité en matière de développement. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on s'est beaucoup investi? L'Ukraine a été envahie. L'Ukraine résiste, l'Ukraine est en guerre, l'Ukraine a un grave problème humanitaire, nous avons l'obligation. Seulement, il y a une petite référence. C'est vrai que ces droits humains sont des droits reconnus pour les Nations Unies, sont des droits universels et non seulement européens. Mais il faut dire le suivant, que c'est important. La première grande déclaration au monde de caractère universel des droits de l'homme a une origine. La France. C'est ce que vous voulez mettre en avant dans l'aide au développement. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.